Bienvenue sur Trouver sa voie. Je suis Alban Mas, coach en évolution professionnelle et je te partage ma méthode pour construire ta carrière. Ce podcast reprend en replay les lives qui ont lieu tous les jeudis sur LinkedIn, YouTube et Twitch, avec des tutos, des conseils et surtout plein d'invités inspirants. Je te souhaite une très bonne écoute. C'est parti là, on est live. Ouais, ça y est, c'est parti, on est en direct. Bienvenue à toutes, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode de Trouver sa voie. Bienvenue Mathieu Bernard. Merci, bienvenue à tous aussi. Merci Alban pour l'invitation. Ouais, je suis super content qu'on t'ait aujourd'hui au micro et c'est un, comment dire, c'est un saut un peu dans le vide parce que je viens de briefer Mathieu sur mes questions il y a à peu près 45 secondes. J'adore l'impro. Et donc voilà, le but ça va être d'improviser, même si le sujet ça fait un moment qu'on le prépare. Et donc avant de présenter Mathieu et même de te laisser te présenter, en un mot, pourquoi est-ce que je suis heureux de t'avoir aujourd'hui ? C'est parce qu'on est là pour parler d'orientation, de carrière, de développement de carrière, de trouver sa voie, de tout ce qui va avec. Et parfois on a besoin de changements importants, parfois on a juste besoin de changer son mode de travail. Sauf que moi, les modes de travail, à part le CDI et en gros l'entrepreneuriat et on va dire le statut de freelance, j'en suis un peu resté là. Or, ça bouge pas mal côté entreprise, ça bouge pas mal côté actif. Chacun commence à être un peu entrepreneur de sa vie, comme on le dit souvent. Et toi, ça fait 1 ou 2 ans que tu interviews des gens qui bousculent les lignes là-dedans. Et donc, c'est pour ça que je suis très heureux qu'on t'entende aujourd'hui, c'est que tu vas pouvoir nous éclairer sur ton retour d'expérience. Et donc, Mathieu, j'ai déjà trop parlé. Je te laisse te présenter et ton podcast aussi qui s'appelle Work Explorations. Merci Alban, t'as pas du tout trop parlé, c'est super intéressant comme intro. Et moi, je voudrais commencer par le fait que j'ai souvent été un paumé en recherche de, tu vois, trouver ma voie, trouver sa voie, c'est un truc qui me parle. Et d'ailleurs, ça revient par cycle. J'ai été un peu paumé à 28 ans et là, j'étais dans des grosses boîtes, je suis passé dans la start-up, puis je me suis retrouvé paumé à 32 ans, puis je suis passé de la start-up au soloprenariat. Donc c'est super intéressant et je pense que le fait en tout cas, la mission qu'on a chacun de trouver sa voie, ou en tout cas la mission qu'on se donne parfois de chacun trouver sa voie, elle est importante et elle est vachement liée, je trouve, au futur du travail parce qu'aujourd'hui, dans mes explorations, et je vais en parler, en fait, je suis en contact avec pas mal de gens qui ont l'air de faire des trucs incroyables et qui font des trucs incroyables, mais qui souvent ont une posture très humble, qui disent mais en fait moi j'essaie de faire de mon mieux, c'est juste qu'en fait je pars d'un truc qui m'allait pas et du coup j'essaie de mettre ma pierre à l'édifice pour me construire ma voie quelque part. Donc voilà, j'aime bien et moi je suis un éternel paumé et donc trop content d'être là. Je suis encore en recherche de ma voie, je pense. Donc je vais me présenter en quelques minutes. Ouais, ça veut dire aujourd'hui dans ton quotidien, il y a quoi? Alors il y a le podcast évidemment, Work Explorations. Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, moi j'adore créer des relations et du contenu. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs choses dans mon quotidien. D'abord, j'explore le futur du travail avec mon podcast qui s'appelle Work Explorations. Il s'appelait Work in Progress. Il a changé de nom. Et donc j'explore le futur du travail en allant à la rencontre des gens qui font. C'est souvent des entrepreneurs ou des dirigeants qui ont compris un truc avant tout le monde et qui le partagent pour aider d'autres à mieux travailler. Sinon, moi, ça fait plus de 12 ans que je fais du growth, du marketing et de la vente. J'ai un gros point fort sur les lancements de business, sur les lancements de marques. Et aujourd'hui, j'utilise tout ce que j'ai appris dans les gros groupes, dans les startups, etc. pour accompagner des CEO ou entrepreneurs pour construire leur personal branding et faire en sorte qu'ils fassent autorité. Et ce qu'on fait, c'est qu'on fait décoller leur personal branding en 6 semaines avec un gros focus sur la création de contenu, notamment sur LinkedIn. Voilà ce que occupe ma vie en ce moment. Je ne sais pas ce qu'occupera ma vie dans les prochaines années. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que les années précédentes, du coup, moi, j'ai un peu lancé mon podcast avec mes tripes. Le fait d'explorer le futur du travail, c'est venu du fait que j'ai vécu des trucs cool et pas cool en entreprise. Et ça, je les ai vécus en grand groupe, en start-up, même combat. Et donc, dans les trucs cool, pas cool que j'ai vécu, franchement, je jette la pierre à personne. C'est des bonnes expériences et je pense pas que en fait, j'ai remarqué qu'à chaque fois que j'ai vécu des trucs pas cool,
c'est parce que j'étais dans des environnements où les gens vivaient dans la peur. Et moi, je pense que fondamentalement, les gens sont pas mauvais. Hein. Ça, j'y crois pas, ce serait trop simple. Par contre, parfois, ils sont dans la peur et fonctionnent pas avec les bons programmes. J'ai bossé chez LVMH à un moment donné. Je suis arrivé, ma première mission, c'était quand même de virer 2 personnes. Ils me l'avaient pas dit pendant les recrutements. Donc, ça démarrait mal, quoi. Voilà. Et donc, moi-même, j'ai fait partie de trucs pas cool aussi. Et parfois, on est tous pas cool aussi à un moment. Donc, voilà, j'ai vécu des trucs pas cool et les trucs cool que j'ai vécu dans les entreprises, parce que j'ai vécu plein de trucs cool, à chaque fois, ça passait par des rencontres de gens inspirants, de gens qui font, de gens qui, à leur échelle, en fait, font que ça va bien dans l'équipe, ça va bien dans la boîte. Et du coup, ça correspond plus à ma vision de me dire, je vais pas attendre des entreprises qu'elles fassent le taf pour moi. Ma vision, c'est que moi, je crois dans un monde, c'est un peu idéal, hein, mais dans lequel les gens se lèvent chaque matin sans la boule au ventre, inspirés, motivés à faire de leur mieux. Et du coup, je crois que ça passe beaucoup par les gens et par les rencontres. Et du coup, j'ai lancé ce podcast pour aller multiplier mes rencontres avec ces gens-là qui font des trucs cool et qui inspirent d'autres à en faire des trucs cool. Et je veux aider un peu les gens à les rencontrer, quoi. Bah, tu vois, déjà, dans ce que tu amènes, ce que tu disais il y a 2 minutes, il y a quelque chose que moi, dans quoi je crois beaucoup, que je défends ici sur ce média. C'est le fait qu'on a souvent tendance à savoir ce dont on veut plus, savoir les trucs pas cool, comme tu dis, je veux m'éloigner de ça, je veux m'éloigner de ça. Et en fait, ça fait pas vraiment avancer, quoi. Vraiment, la question, c'est comment tu transformes ça en aller vers quelque chose. C'est ce que tu as fait toi avec ton podcast pour aller à la rencontre de gens qui se bougent, pour changer les choses, et ce que font chacun de tes invités. Déjà, rien que ça, je trouve ça intéressant parce que ça vient vraiment nous sortir un peu de « Ah là là, j'en ai marre de ça, qui au fond n'apporte pas grand-chose, je trouve. Et ça permet de commencer à construire un peu par itération, erreur après erreur, mais un futur souhaitable est possible, quoi. Rien que ça, je trouve ça déjà intéressant. Yes. Non, mais du coup, voilà. Le message derrière tout ça, c'est que derrière les modes de travail, et là, on va parler aujourd'hui des modes de travail. En fait, à chaque fois, il y a des gens, tu vois. Et j'aime bien aller à la rencontre de ces gens. Et c'est pour ça que moi, on va en parler. Ouais, bah justement, c'est ce que je voulais te demander. Là, sur 25 ou 26, 27, je sais plus trop, personnes qui sont passées à ton micro et qui ont parlé de changement de mode de travail, de futur de travail, de ce qu'ils avaient implanté chez eux, surtout, sur du concret, du réel. Est-ce qu'il y en a qui t'ont particulièrement marqué, même si j'imagine qu'ils ont tous apporté quelque chose? Ouais, carrément. Il y en a plusieurs. En fait, c'est marrant, dans le podcast, alors j'explore plusieurs dimensions. Il y a la dimension mode de travail, avec des entreprises qui mettent en place des choses novatrices, comme la semaine de 4 jours, les congés illimités, etc. Et après, j'explore aussi le futur du travail sur des dimensions plus personnelles, à travers des gens qui ont expérimenté quelque chose. La méditation d'entreprise pour réduire le stress, la prise de parole, et qui le partagent aussi, en fait, qui ont débloqué des choses chez eux et qui le partagent. Et en fait, je crois que j'ai eu des rencontres marquantes dans les 2 camps. Allez, en premier, je pense à Laurent de la Clergerie. Là, c'est parce que c'était assez impressionnant. Laurent de la Clergerie, en fait, c'est le patron du groupe LDLC, qui est un groupe lyonnais. Plus de 1000 salariés, c'est presque 700 millions de chiffre d'affaires. Et en fait, lui, ce qu'il a fait, en fait, il a la plus grande entreprise du monde qui est passée à la semaine de 4 jours. Il s'y est mis il y a 2 ans. Il a été inspiré parce qu'il y avait eu des tests chez Microsoft, je sais pas quoi. Il m'a dit, j'ai lu ça, je me suis dit, mais tiens, moi, pourquoi on pourrait pas passer à la semaine de 4 jours, quoi. Et il le faisait parce qu'il a voulu le faire parce qu'il avait la conviction que les gens seraient mieux et que du coup, ils travailleraient mieux et que du coup, ils resteraient, etc. Il avait juste peur que ça lui enlève du chiffre d'affaires. Mais du coup, impressionnant de passer 1 heure avec du coup un grand patron. C'est clairement c'est l'assistant qui a amené l'ordi. Il avait 6 écrans devant lui. Il m'a pris comme il devait prendre des gens dans la presse, etc. C'est quelqu'un qui s'exprime là-dessus et qui est un peu un champion de la semaine de 4 jours en France. Donc assez intéressant, assez impressionnant. Il m'a raconté son histoire. Je pourrais en dire un peu plus là-dessus. Et ensuite, et c'est bien aussi de voir que avec le sujet du futur du travail, moi, ça me permet d'accéder à des gens qui sont très contents d'en parler, qui sont hyper généreux là-dessus et qui sont pas forcément accessibles normalement. Donc, j'ai impressionnant Laurent de la Clergerie parce qu'en plus, il a eu le courage c'est cool de le faire à 10 salariés, mais lui, il a plus de 1000 salariés qui sont passés du jour au lendemain à la semaine de 4 jours. Donc on va en parler. J'ai quelques chiffres, j'ai son retour d'expérience que je peux vous partager. Et sinon, autre rencontre marquante, là,
Je pense à mon premier enregistrement, je l'ai fait avec Jean Tulou, c'est un coach en prise de parole. Et pareil, lui, alors lui, c'est une pépite pour le coup, il est moins connu, mais du coup, il gagne vraiment à être connu. Et il accompagne des gens pas à faire du TED Talk, tu vois, mais à se dire, en fait, dans ta vie, tu as des moments à enjeu. En fait, moi, j'ai remarqué qu'en fait, au travail, il y a beaucoup de soucis qui viennent de la communication, tu vois, de moments mal gérés en termes de com, etc. Et c'est pas les moments où tu es sur une estrade devant 100 personnes. C'est les petites réunions à 3, le point du lundi matin, etc. Et Jean, lui, ce qu'il fait, c'est aider les gens à maîtriser, et on ne peut pas tout maîtriser, mais à maîtriser les moments à enjeu, la prise de parole du quotidien, trouver son style, parler de manière alignée avec soi-même pour bien maîtriser ces moments-là. Et c'est les moments les plus importants, en fait. Donc, ce premier épisode avec lui m'avait marqué. C'est intéressant. Ce que tu amènes là, c'est en gros, on voit souvent la préparation, pas mentale, mais la préparation speech, quoi. Que seulement pour des confs, des TED Talks, des grosses conférences et tout. Et on oublie l'impact qu'a le speech au quotidien, quoi, le truc day-to-day. Enfin, obligation de moyens. Tout court, quoi. En fait, sortir de l'obligation, même là, on fait un podcast, on pourrait se dire, vas-y, obligation de résultat, on veut faire l'épisode parfait, tout nickel, etc., avec le bon rythme, les bonnes accroches et tout. Mais en fait, à un moment donné, c'est la question importante qui me disait, c'est pour préparer une prise de parole, en fait, tu dois te demander quel est ton objectif. OK, une fois que tu as ça, c'est cool. Et ensuite, avec qu'est-ce que tu veux, le truc que tu veux que la personne retienne, le message. Et puis surtout, à la fin, tu veux que la personne se sente comment. Et je trouve que c'est ça le truc clé. C'est avec ces 3 questions déjà, tu oublies la technique. Tu dis, mais en fait, voilà, c'est juste à la fin, on veut que les gens se sentent comment, tu vois. Et d'ailleurs, du coup, c'est quoi à la fin de cet épisode, on aurait pu le poser comme ça. C'est quoi on veut que les gens, en l'écoutant, ils se sentent comment, inspirés peut-être. Allez, on va dire ça. Moi, ce que j'aimerais bien, c'est qu'à la fin de cet épisode, si tu nous écoutes et que tu penses qu'il faut tout changer dans ta vie, peut-être qu'en étant éveillé à 2-3 nouveaux modes de travail ou en étant inspiré par 2-3 découvertes de Mathieu, tu pourras peut-être pondérer un peu tout ça et te dire, OK, de quoi j'ai besoin? Est-ce que j'ai besoin de partir élever des abeilles? Est-ce que j'ai besoin, au fond, d'un changement assez mineur? Est-ce que j'ai besoin d'un changement dans le mode plutôt que dans le fond de mon travail? Mais bon, je vais pas réouvrir la boîte de Pandore parce que j'en parle souvent ici et je peux partir loin là-dedans, mais c'est intéressant. Parce que dans ce que tu dis, j'entends un peu aussi le côté avant, on se faisait pas du tout coacher. Comme la thérapie. Avant, personne ne faisait de thérapie sauf vraiment les personnes qui avaient une case en moins, quoi. Après, c'est devenu presque une hygiène de vie et ça l'est pas encore complètement, mais ça le devient de plus en plus. Le coaching, c'est pareil. Et donc, comme on est là pour parler de futur du travail, dans ce que tu dis, j'entends un peu que au fond, c'est par étapes, quoi. D'abord, on se faisait accompagner quand on allait mal. Maintenant, on se fait accompagner, par exemple, en bilan de compétences ou autre pour designer sa carrière. Et pourquoi pas demain, j'ai une presse, allez, pour 50 balles, je sais pas combien ça coûte, tu vois, mais je vais me faire booster un peu et sans parler d'animer une conférence, mais cette presse, elle a de l'enjeu parce qu'il y aura mon big boss ou il y aura ma responsable de je sais pas quoi, où j'ai besoin juste de négocier mon salaire ou je sais pas quoi. Et en fait, aujourd'hui, j'étais encore en séance ce matin avec quelqu'un comme ça qui dit, moi, en fait, à chaque fois, j'arrive pas à m'exprimer. Donc, ça monte, ça pète, je démissionne, je recommence à zéro. Et il en a marre, quoi. Donc, dans ce que tu dis, il y a ce côté déjà intéressant il existe de plus en plus d'outils pour améliorer notre carrière sans parler de mode de travail, en mode tout changer. C'est intéressant, je trouve. Moi, je crois beaucoup à ça. C'est ce que j'essaie d'explorer dans mon podcast, c'est comment diminuer sa charge mentale, comment baisser son stress, comment prendre la parole de manière alignée avec soi-même. Je pense qu'en fait, c'est bien parfois, les événements extérieurs font que au travail, c'est plus possible, au travail, c'est cool, mais il faut commencer par balayer devant sa porte, quoi. On a tous beaucoup de boulot à faire sur nous-mêmes. Je crois que c'est aussi un truc super important. Mais ok, mais j'en reparlerai. Enfin, tu as parlé de coaching et tout, j'en reparlerai à la fin en évoquant le soloprenariat, qui est un truc qui se passe, qui est à mon avis très très lourd, qu'on voit pas trop venir, mais qui arrive là. C'était un peu ma deuxième question. Avant d'aller spécifiquement dans les initiatives, j'ai envie de dire, parce que c'est pas seulement des modes de travail, mais tout ce que tu as découvert, toutes les pépites sur lesquelles tu as mis la main. Avant ça, quelle est ton impression globale? Avec 1 ou 2 ans de bouteille, avec une trentaine de rencontres, sans doute en plus d'autres que tu n'as pas interviewé, mais avec qui tu as échangé. Tous ceux que tu as déjà interviewés et que tu n'as pas encore diffusé.
J'en ai quelques-uns d'avance, dont ton épisode, Alban. Et au fond, quel est ton regard sur tout ça? Qu'est-ce que tu penses de tout ça aujourd'hui, toi? Ouais, et ben, allez, je vais la faire très synthétique. Mon regard là-dessus, c'est que l'innovation, pour moi, ne vient pas des nouvelles idées. Elle vient juste de l'abandon de vieilles croyances. Et ça, c'est une phrase de Bertrand Piccard, qui est un gars qui a, qui a fait le tour du monde en montgolfière, un Suisse, et qui a fait aussi le premier tour du monde en avion sans pétrole. Moi, je pense vraiment ça. L'innovation vient pas de nouvelles idées, mais de l'abandon d'anciennes croyances. Et je crois que dans toutes les personnes que j'ai rencontrées qui mettent en place des trucs qui, pour nous, paraissent ouf, congé illimité, autodétermination des salaires, semaine des 4 jours, en fait, eux, à chaque fois que je les interviewe, ils me disent, mais non, en fait, c'est du bon sens. C'est juste du bon sens. On en revient au bon sens. Et c'est vrai qu'à chaque fois que c'est ce que je découvre, c'est qu'ils n'ont pas mis en place des trucs très, très compliqués. Ils sont juste revenus à quelque chose qui nous paraît illogique, mais qui va de soi, quoi. Enfin, qui est plus synchronisé avec comment nous, on fonctionne en tant qu'humains. Ouais, on se rapproche. Les entreprises, je pense, deviennent plus humaines et donc c'est du bon sens. Et je crois du coup que mon regard aussi là-dessus, c'est que les personnes qui font avancer les choses, en tout cas vers le mieux, en tout cas ce que j'espère être le travailler mieux, bah, c'est des gens qui croient tous en l'humain. C'est-à-dire que ils mettent de nouveaux modes de travail en place parce qu'ils y croient vraiment. C'est pas, si c'est juste fait pour du marketing, pour la marque employeur, etc., ça ne tient pas, ça ne marchera pas. Ça doit être fait avec une conviction, ça doit être aligné avec la raison d'être de l'entreprise et aussi la raison d'être personnelle. Parce que je pense qu'il y a une dimension très personnelle aussi dans le futur du travail, c'est pour ça que je l'explore. Moi, ce que je vois, c'est que les gens qui mettent en place des choses dans leur entreprise, en fait, ils ont quand même cheminé pas mal eux-mêmes. Ils ont envie de mieux faire. Et ça, du coup, voilà, c'est pas forcément ouvert à tout le monde. Enfin, je pense qu'il y a un stade, il y a un degré de maturité à avoir et de réflexion sur soi-même aussi pour arriver à mettre en place des choses pour les autres. Et c'est OK que ça prenne un peu de temps, quoi. Et donc, ouais, voilà un peu ce que j'ai. En fait, ouais, là, je te fais pas une synthèse des observations, on va en parler, mais c'est plutôt à chaque fois qu'il y a un truc, ça vient d'une croyance fondamentale en le fait que l'humain est bon. Ça vient, ils me disent tous, en fait, je préfère faire un système qui marche pour 97% des gens qui seront bien. Et oui, il y aura toujours 3% de profiteurs sur l'autodétermination des salaires. Mais en fait, je vais pas mettre des règles. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que dans beaucoup de boîtes, il y a beaucoup de règles et de systèmes en place de contrôle qui ralentissent beaucoup, mais qui sont faits pour les 3% de tir au flanc, parce qu'on pense qu'il y aurait 20% mais c'est pas vrai. Dans une boîte qui est saine, où les gens sont motivés, sont contents, il y a 2-3% de tir au flanc, mais jamais plus, quoi. Donc il y a ça. Je pense que c'est le point de départ, en fait. C'est la croyance que l'humain est bon. Dans ce que tu dis, j'entends renoncer un peu au cynisme. Moi, je suis toujours bluffé du cynisme qu'il y a en entreprise et qu'il y a du côté des salariés. Je vais pas dire ce que je pense parce que un jour il m'a regardé de travers. Je vais pas dire à ma N+2 que machin, je préfère encore leur claquer une grosse dème par derrière dès que je pourrais. Il y a autant de cynisme du côté des employeurs que des employés, et je trouve. Et dans ce que tu dis, bah ça vient poser le truc de dire, bah, en fait déjà première étape, posons la chose de façon humaine et pour aller vers du mieux, vers du bon, et en lâchant des vieilles croyances peut-être. C'est intéressant. J'y vois vraiment une forme de renoncement à un cynisme un peu parfois ambiant, et de se dire en fait stop, il y a des choses positives à créer, tu vois. Alors c'est un avis personnel, Ouais. hein, mais c'est en écho à ce que tu dis, ça me fait penser à ça. Bah ouais, c'est passer de la peur à l'amour, hein. Enfin, dans tous les gens que j'ai rencontrés qui ont mis en place des choses qui marchent à grande échelle et qui sont quelque part animés par ce qu'ils font, parce qu'ils y mettent beaucoup d'amour, hein. Ils font jamais par cynisme, hein. C'est impossible. C'est impossible déjà, je pense que c'est des gens qui ont cheminé eux-mêmes, voilà, et qui ensuite aiment ce qu'ils font, enfin, aiment être au service des gens, sinon ça ne marche pas. Enfin, je pense pas que ça marche, honnêtement. Il n'y a aucun gars cynique qui met en place un truc qui marche, quoi. Mais ce qui est intéressant, pardon, excuse, je t'ai coupé. Vas-y. Non, mais ce qui est intéressant, c'est que dit comme ça pourrait paraître très utopique. Et toi, justement, ton positionnement, c'est d'aller voir des personnes qui ont fait, qui sont passées à l'action et qui donnent des tips pour passer à l'action, tout simplement. Donc, on n'est pas dans l'utopie, on est dans l'étude de ce qui se fait. Et c'est ça qui est chouette. Parmi les 5-6 sujets qu'on a à traiter, je sais pas trop comment on pourrait démarrer d'ailleurs, mais qu'est-ce qui te paraît le plus radical comme changement en ce moment qu'on voit en entreprise entre les semaines de 4 jours, Ouais, détermination, congé de salaire?
Je vais démarrer par ça, par la semaine de 4 jours, parce que ça fait le lien avec Laurent de la Clergerie. J'ai dit qu'il m'avait marqué. J'ai fait 2 épisodes sur la semaine de 4 jours, donc j'ai exploré le sujet à travers 2 personnes et donc 2 entreprises. Et ça me paraît être un truc quand même assez fort. Je pense pas que il faudrait que tout le monde soit la semaine de 4 jours. Hein. C'est pas ça que je veux dire. Mais par contre, c'est un modèle qui est relativement récent, en tout cas sur la partie com, on en parle de plus en plus, qui est assez ancien pour avoir fait ses preuves et qui peut s'appliquer à beaucoup d'entreprises et qui, je pense, pour moi, pourquoi c'est un des trucs le plus puissants, c'est qu'on sait que ça marche. Il commence à y avoir des études dans tous les pays. Il y a une étude en Angleterre là, qui est sortie il n'y a pas longtemps. Ils l'ont fait à grande échelle sur plus de 5000 personnes. Et la semaine de 4 jours, c'est un truc qui change la société. Parce qu'en fait, je vais en parler, je vais donner 2-3 chiffres et tout, des retours d'expérience, mais ça interroge, avant d'entrer dans les détails, la semaine de 4 jours, elle interroge quand même le jour supplémentaire. Qu'est-ce qu'on en fait, tu vois? Et c'est vrai que c'est exactement ce que j'avais envie de te demander. Voilà, il y a une vraie question sociétale. En vrai, c'est pas aux entreprises de dire, je l'ai posé la question à Laurent de la Clergerie et tout, c'est pas aux entreprises de dire, puisque vous faites la semaine de 4 jours, allez vous mettre dans telle association, etc. Non, les entreprises, elles n'ont rien à dire et ça marche si c'est pas sous la contrainte. Mais le fait est qu'en fait, c'est encore un truc où l'humain est bon, c'est qu'en fait, quand tu as un jour en plus, tu vas t'occuper de toi et c'est déjà super important de s'occuper de soi. On verra que les chiffres, à l'échelle du groupe LDLC, les taux les absences maladie ont été divisés par 2. Donc, en fait, ça impacte positivement la société. Il y a moins de coûts sur la sécu. Mais donc, on s'occupe de soi. Et une fois qu'on s'est occupé de soi, l'élan naturel, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui s'investissent dans des assos, etc. Et je crois que le travail non rémunéré, le travail associatif, ça représente 20% du PIB, un truc comme ça. J'ai pas plus la source, mais je suis sûr du chiffre. C'est énorme. Je crois que aujourd'hui, tous les gens, les retraités, les gens qui s'engagent, etc., la valeur du PIB qui est créée par les gens, le travail non rémunéré représente 20% du PIB. C'est énorme et ça compte énormément. Et la semaine de 4 jours peut avoir un impact hyper positif là-dessus. Et là, je ne vais pas partir en live, mais c'est pareil. Ça peut être des gens qui s'investissent en politique, etc. Enfin, on a besoin de citoyens engagés aussi. Et il y a plein d'autres trucs que le travail. Et je pense que pour ça, il faut aussi avoir un peu le temps, quoi. Et donc, ouais, je vais démarrer par ça. Je vais démarrer, en fait, c'est marrant, je peux donner les deux. Je vais démarrer par LDLC, groupe LDLC, donc 1000 salariés, c'est un groupe qui a 27 ans, donc il n'est pas du tout natif du digital et de la semaine de 4 jours. Et eux, ils ont quelques secrets de fonctionnement, et donc ça, je trouvais intéressant. Et ça peut même être intéressant d'appliquer, même pour pas la semaine de 4 jours, en fait. Déjà, ils ont 3 règles d'or. Ils fonctionnent, qui sont intéressantes. Pour que ça fonctionne, parce qu'ils sont plus de 1000, pour eux, c'était vraiment un enjeu de planning, parce qu'ils ont des magasins physiques et tout. Donc déjà, pour eux, chacun a sa complexité, mais comme ils ont des boulots en présentiel et tout, ce serait trop facile si tout le monde était en train de travailler. Eux, c'était principalement un challenge de planification. Mais comment ils fonctionnent? Première règle d'or, c'est qu'ils fonctionnent par binôme. C'est-à-dire que semaine de 4 jours, tout le monde veut le vendredi et le mercredi pour les enfants, en vrai, à la base. Comment faire pour que l'entreprise tourne tous les jours sans déséquilibre? En fait, tu es en binôme et une semaine sur 2, tu choisis ton jour off. Et une semaine sur 2, ton jour off, il est imposé pour le bon fonctionnement de l'entreprise. Donc déjà, tu vois, il y a des process en place pour que ce ne soit pas le bazar. Et ensuite, en fait, ton binôme, il fait toujours l'inverse. Au moins, ça permet à la boîte de rester fonctionnelle vis-à-vis de l'extérieur, parce qu'ils ont des magasins et tout, mais aussi en interne pour que les équipes ne soient pas vides. Donc la règle des binômes, elle est pas mal. Et en fait, pour plein de trucs, c'est cool, je trouve, le truc du binôme en entreprise. Parce qu'en fait, pour plein de choses, ça peut permettre on pourrait imaginer plein d'autres choses que pour la semaine de 4 jours. Ensuite, eux, ils ont vraiment pris le parti, semaine de 4 jours, de ne pas faire rentrer. C'est intéressant d'un point de vue productivité. Ils sont passés de la semaine de 35 heures à la semaine de 32 heures. Parce que ça fait 4 journées de 8 heures, c'est quand même pas mal, tu vois. 4 jours, 8 heures par jour, 32 heures par semaine, sans perte de salaire. Et ce qui est l'effet bénéfique intéressant, c'est qu'en passant de 35 à 32, on aurait pu penser, et c'était le risque, ce que disait Laurent de la Clergerie, c'est qu'il allait perdre 3 heures par employé par semaine. Et donc, il avait calculé que ça allait lui coûter... je crois, 10 millions, je crois, par rapport à son chiffre d'affaires et tout. Mais en fait, ce qui se passe, c'est qu'ils n'ont pas du tout perdu parce que la productivité est accrue. Non seulement les gens sont plus productifs, c'est la loi de Parkinson. Quand on réduit, on te donne 3 heures pour une disserte de philo, tu l'as fait en 3 heures, on te donne 4 heures, tu l'as fait en 4 heures. Il y a un peu ce truc-là de la productivité qui est accrue.
Et il y a le truc aussi du taux d'absentéisme, arrêt maladie, etc., qui a tellement chuté que c'est venu plus que compenser, en fait. En fait, au final, il a plus d'horaires délivrés, quasiment. Et le troisième truc pour la semaine de 4 jours, pour les cadres, c'est que les RTT sont imposés sur les jours off pour les cadres. Enfin, ils sont dans le cadre légal par rapport à ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont plus le choix de quand ils posent leur RTT. Et donc, les effets bénéfiques de la semaine de 4 jours, et c'est pour ça que je trouve que c'est le truc le plus puissant. Et là, je le prends sur... Eux, ils chiffrent et ils suivent tout chez LDLC, mais en fait, dans plein de pays, les chiffres, en gros, disent la même chose. En gros, ils ont 50% en moins d'accidents de travail. Ils ont une baisse de la consommation d'énergie, je crois, de 20% au niveau du groupe. Ils ont un turnover qui a été divisé par 4. Donc, en fait, leur seul problème, d'ailleurs, c'est l'évolution en interne parce que les gens ne veulent plus partir. Donc, il y a moins de postes qui se libèrent. Ils ont des absences maladie divisées par 2. Et après, dans ce qui est moins tangible, mais ce qui est mesuré par des études, etc., c'est que les équipes, elles ne fonctionnent plus dans l'urgence. Il y a une diminution du stress, il y a une augmentation de la productivité. Et tout ça, bien sûr, sans perdre de résultats financiers. Donc, c'est assez intéressant. Et ce qu'il me disait, les signaux faibles, les trucs qu'il avait remarqués il avait remarqué ce truc-là après l'avoir mis en place, c'est qu'en fait, le fait de s'arrêter la semaine de 4 jours, là où c'est cool, c'est le fait de s'arrêter un jour où tout le reste travaille, vu que ça peut être le mardi, le lundi. En fait, c'est beaucoup mieux que de s'arrêter un jour où tout le monde s'arrête. Parce que du coup, c'est vraiment un jour pour toi où tu as le temps de faire tes trucs. Tu n'es pas dérangé, tu n'as pas des obligations. Et c'est super cool en fait d'avoir un jour où tu n'es pas synchronisé avec le reste de la société. C'est beaucoup plus reposant. Et il me disait, non seulement tu as le temps de faire un truc pour toi, etc. Donc, c'est beaucoup plus reposant. Et en plus, en vrai, s'il y a vraiment une urgence et tout, comme tu es reposé et que tu vas y répondre à ce mail urgent si jamais vraiment il y a besoin. Donc, en fait, ça pose pas de problème le problème qu'il avait anticipé, ça pose pas. Et c'est quasiment un jour de repos qui compte double, quoi. Pas pareil que le week-end, les obligations familiales, etc., où tout est calé sur le reste de la société. Et donc... Ouais, ça parle déjà. Ouais, ça parle. Alors, j'ose presque plus prendre le micro et poser des questions parce qu'il y a un mec qui a eu la bonne idée d'allumer sa tronçonneuse pas très loin de chez moi. Je viens de me rendre compte. Donc, je me mets en mute dès que je peux. Non, mais ça pose plein de questions et je crois moi, je vais pas avoir le temps de te challenger sur tous ces trucs-là parce que j'ai juste envie de dire aux gens d'aller écouter l'épisode parce que sinon, ça va partir dans des débats pas possibles, mais ça me donne envie de parler des arrêts maladie, en effet, à quel point c'est difficile de piloter une boîte avec les arrêts maladie, à quel point ça coûte cher aussi à la Sécu. Et je remets pas en question la légitimité, mais on pense que c'est l'entreprise qui paye, c'est la Sécu qui paye. Et en fait, pour un employeur, il peut pas remplacer parce qu'on peut revenir n'importe quand, etc. Donc, je veux bien, rien qu'avec les arrêts maladie qui chutent, je veux bien croire que même avec 10% de productivité en moins, si c'était le cas, et en plus, c'est pas le cas, mais même si c'était le cas, je suis sûr que ça compense le truc, rien que là-dessus. Plus tout le reste, c'est hyper intéressant. Et la notion de binôme, ça peut marcher que quand tu as de la fiabilité. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, moi, j'ai juste une expérience startup, grand groupe et PME, je sais pas trop ce qu'il y a d'autre, mais à chaque fois, il y a toujours X% des salariés qui sont en arrêt et pas de leur volonté. Parfois oui, mais souvent c'est par nécessité, quoi. Bref, hyper intéressant. Je suis un peu frustré de pas aller plus dans le détail, mais il faut qu'on avance. Alors, est-ce qu'il y a un autre travail qui t'a... Et sur la semaine de 4 jours, j'ai pris un exemple extrême d'une entreprise qui est grande, mais juste j'ai aussi fait un épisode avec Bertrand Vial, qui est dirigeant chez les petites cantines, et il a mis en place la semaine de 4 jours sur une équipe, lui, de 12 personnes. Et en fait, c'est intéressant aussi pour ceux qui veulent le mettre en place à plus petite échelle. Et d'ailleurs, il me disait, lui, ils ont pris un groupe témoin dans l'entreprise, c'est-à-dire une équipe qui était disposée à le faire, et ils vont l'agrandir ensuite. Ça peut se faire par étapes, quoi. On peut prendre une équipe motivée, avec qui ça match, qui est chaude pour le projet, mais ça prend du temps, voilà. Et ça prend du temps, et ce qu'il me disait, et ce qui est intéressant aussi, on n'est pas trop allé dans ce détail-là avec Laurent de la Clergerie, mais sur une petite équipe, en fait, lui, il avait plutôt laissé des jours au choix, mercredi ou vendredi, donc tu vois, il y a plusieurs modalités possibles. Les agendas devaient être partagés à tout le monde, du coup, l'enjeu, c'était d'avoir une transparence totale sur ce qui travaille ou pas. Il y avait la possibilité de travailler 5 jours quand même pour ceux qui veulent, et de placer des jours travaillés dans un compteur de jours pour allonger les vacances. Donc, ça peut aussi permettre à des gens de garder un rythme de 5 jours, mais d'avoir des plus longues vacances si c'est ça qu'ils préfèrent. Et après, voilà, ça nécessite un suivi rapproché, quand même des points réguliers, des points d'équipe réguliers, des points one-to-one réguliers. Ils sanctuarisaient vraiment les moments collectifs, entretien annuel, après-midi au vert, vigilance sur la présence aux réunions. En fait, du coup, le fait qu'il y ait ça permet aussi d'être
encore plus vigilant sur les moments qualitatifs d'équipe, etc. Et ça, c'est un truc que je retrouve pas mal dans un épisode que j'ai fait avec Clotilde du Soulier sur sa boîte. Elle a un super podcast, Change ma vie. Elle a une boîte du même nom. Et elle est en 100% télétravail. Et ça, c'est peut-être le prochain sujet que je voulais aborder, parce que tout le monde, c'est pareil, comme la semaine de 4 jours, toutes les entreprises ne sont pas faites pour ça. Mais ce qui est intéressant dans la mise en place du 100% télétravail chez elle, dans sa boîte Change ma vie, c'est que ça fait appel à plein de règles de bon sens qui pourraient être mises en place pour des boîtes qui... Enfin, ça les a obligés à mettre en place des choses qui font que ça se passe bien et qui pourraient fonctionner dans des boîtes qui n'ont pas le 100% télétravail. Elles sont 12, je crois aussi, chez Change ma vie. Et en fait, pour que ça marche, le 100% télétravail, elles ont mis des rituels hebdomadaires, des rituels d'équipe à distance. Elles ont 3 rituels, et ça, c'était intéressant. Elles ont un Monday Connection. Donc, c'est le rituel du lundi où toute l'équipe est présente, les projets sont mis à jour, chacun partage. Enfin, chaque lundi, c'est une personne différente qui présente de manière à ce que ce ne soit pas descendant. Ça maintient l'application de chacun également. Il y a un coaching d'équipe le mardi matin où les membres de l'équipe peuvent se faire coacher. Et ensuite, il y avait un café d'équipe. Par quelqu'un en interne ou Ouais, par quelqu'un en interne. Ouais, que les gens sollicitent un coaching. Voilà, j'ai du mal avec ça en ce moment. Est-ce que quelqu'un peut m'aider? Donc ça, c'est le coaching du mardi matin. Et ensuite, il y a le café informel, alors en visio, puisqu'elles sont en télétravail, le jeudi. Café matcha, ça s'appelle. Viens qui veut. C'est pour les personnes des différentes équipes pour qu'elles puissent avoir un temps d'échange qualitatif. Et ces rituels hebdo servent à la fluidité de la communication. Après, elles ont des rituels d'encadrement. Donc ça, c'est des échanges individuels entre managers et membres de l'équipe. Elles ont un point hebdo, un point trimestriel. Donc ça permet de détecter si quelque chose ne va pas. Et ensuite, elles ont des rituels trimestriels. Donc ça, c'est les fameux team building en physique, où là, il y a des réunions physiques de toute l'équipe où ils partagent un moment de joie à travers des activités qui ne sont pas forcément liées au travail. Et c'est aussi l'occasion d'onboarder les nouvelles recrues. Et donc ça, c'est des rituels qui ont pour fonction de renforcer la cohésion de l'équipe, de créer du lien plus profond que uniquement pro. Et donc, en fait, voilà, il y a 3 niveaux de rituels. Il y a les rituels fluidité de la communication, toutes les semaines, des rituels d'encadrement pour détecter s'il y a un truc qui ne va pas, et des rituels pour renforcer la cohésion tous les trimestres. Et c'est intéressant parce que ces 3 niveaux de rituels font que, elle me dit, moi, je suis obligé de faire ça pour être sûr que ça se passe bien en 100% télétravail. Sinon, il y a plein de choses que tu ne détectes pas. Mais en fait, ça, c'est des choses qui marcheraient très bien dans une entreprise, même en non-télétravail, parce que moi, j'ai déjà été en non-télétravail et il y avait des énormes soucis de communication ou d'absence de lien enfin voilà. C'est un peu ce que je me dis en t'écoutant. On a l'impression quand on est néophyte comme moi sur le sujet et qu'on s'y intéresse de très loin, ça donne un peu l'impression d'un allègement un peu aveugle du mode de travail. Tu sais, en mode vous avez qu'à bosser un jour de moins ou bosser de chez vous, puis on verra bien si on va dans le mur ou pas. En fait, c'est tout le contraire. C'est plutôt qu'aujourd'hui, j'ai l'impression que le monde du travail est parti un peu en vrille et tout est un peu foireux, en gros. Personne ne maîtrise vraiment quoi que ce soit. J'ai l'impression, quand tu vois les taux de turnover, les difficultés de recrutement, le taux d'arrêt maladie, bref, en gros aujourd'hui le cadre n'est plus posé, alors qu'on pourrait croire que l'entreprise est très cadrée. Je crois qu'entre les RC, les licenciements économiques à tour de bras, enfin côté employé comme employeur, en vrai c'est parti en vrille. Alors que ce que t'amène, au moins sur ces 2 sujets, le full télétravail et la semaine de 4 heures, force un peu l'entreprise à reposer un cadre au fond, de dire du coup on va assouplir un truc, mais faut tout repenser avec bon sens. C'est assez intéressant, c'est contre-intuitif pour moi, c'est intéressant. Il y a pas besoin, en tout cas, il n'y a pas besoin de mettre en place des nouveaux modes de travail, c'est ça le message, pour mettre en place des rituels qui participent à la bonne communication, la fluidité de la communication entre les équipes, à un suivi individuel pour détecter si un truc ne va pas, et à des rituels qui participent à la cohésion de l'équipe. En fait, c'est des choses qui paraissent évidentes en le disant, mais qui sont obligatoires dans le cadre d'une semaine de 4 jours ou d'un 100% télétravail, mais qui devraient être en place dans les entreprises qui fonctionnent de manière classique. Et en fait, c'est ça que je remarque dans toutes les entreprises qui ont mis en place des choses qui paraissent non classiques. En fait, elles nous ont dit, mais c'est venu naturellement, parce qu'en fait, nous, à la base, ce qu'on veut, c'est que les gens, c'est le bien-être de nos salariés, parce qu'en fait, on est sûr que des gens bien vont mieux travailler. Et du coup, on arrive naturellement à ça. C'est un autre exemple qui m'a marqué, c'est les congés illimités. J'ai passé 1h30 à parler avec Toinon Géorgé, de CEO de chez Wallaxy. Donc, le gars, il a 26 ans. Il a une boîte qui fait 8 millions. Il a 27 ans maintenant. Il a une boîte qui fait 8 millions de chiffre d'affaires annuel. Et il a plus de 40 personnes dans son équipe. Et il m'a dit, mais moi, je suis très humble, je suis pas, je suis encore apprenti CEO, j'apprends plein de trucs. J'ai démarré, je sortais
Je sortais de mes études, donc je me suis pris plein de claques dans la gueule. Mais en gros, ma raison d'être, la raison d'être de Wallaxy, c'est la conviction que la performance d'un talent est corrélée à son niveau de bien-être. Et il parle de confort matériel plus psychologique. Et donc, ce qu'il a mis en place, c'est les congés illimités. Mais ça découle d'une série de choses qui étaient déjà en place dans ce sens-là, bien-être et performance. Et ce qui est intéressant, les congés illimités, pareil, en fait, c'est les gens, il y a des process, hein, ils doivent demander. Il y a toujours un système de demande pour poser des congés, mais littéralement, ils posent des congés quand ils veulent. Enfin, en tout cas, ils ne sont pas limités dans le nombre de congés. Et ce qui s'est passé, 2021, ça n'a pas marché, les gens n'ont pas osé, parce que lui, il ne le faisait pas. Donc déjà, il y a aussi un truc, c'est qu'il faut que le changement il soit toujours incarné par une personne, et souvent, ça vient du dirigeant. Et en 2022, il était la deuxième personne de la boîte à prendre le plus de congés. Donc là, ça a marché. Et ce qu'il a noté, puisqu'il suit tous, c'est 80%, donc ils sont 40, 80% ont profité de la politique. Il y en a toujours 20% qui n'ont pas pris tous leurs congés. Tu vois, il y en a qui prennent même moins que leurs congés. Mais ce qu'il a constaté aussi, c'est qu'il y a 8,2 jours de congés en plus que les 5 semaines légales qui ont été pris en moyenne. Et surtout, un autre truc très intéressant des congés illimités, c'est qu'en fait, un quart des demandes, c'est des demandes de congés d'une demi-journée. Et 80% des demandes, c'est des demandes de congés d'inférieur à 2 jours. En fait, ça rejoint un peu l'histoire de la semaine de 4 jours. En fait, j'ai l'impression que les gens, ils ont pas besoin d'énormes vacances de 3 mois. Les gens, ils ont besoin de parfois caler leur temps off sur leur rythme biologique. Et c'est vrai que dans la vie, parfois, il y a une semaine, il y a besoin d'un peu plus de temps pour faire des choses perso. Et donc, aller 3 jours au taf, c'est mieux en fait que d'attendre les vacances, faire 2 semaines et revenir. Ouais. Et c'est un peu en fait, derrière différentes mesures, congés illimités, semaines de 4 jours, etc., je me rends compte qu'en fait, déjà, il y a le même point de départ et qu'ensuite, de manière naturelle, en fait, là, les gens, ils prennent 1, 2 jours, une demi-journée. Parce que je pense que c'est comme pour la semaine de 4 jours où les gens profitent de ce jour off pour aller chez le médecin, pour aller faire des trucs, etc. Pareil, en fait. On a une vie. Moi, j'y vois une question de maturité. L'image qui me venait en t'écoutant, c'est un énorme paquet de bonbons. Et quand tu as 5 ans, quand tu as 10 ans, si on t'interdit les bonbons, tu en mangeras un max dès que tu peux. Et puis, si tu es responsable sur le truc, tu vas prendre ce dont tu as besoin parce que tu sais très bien qu'au fond, tu as besoin de faire ton boulot. Tu as besoin de ne pas tomber malade ou autre. Là, je reste sur mes bonbons. Là. Ouais. Mais bref, attention. Ouais. Et attention, ces politiques-là, à chaque fois, j'en ai pas parlé, mais à chaque fois, ils sont quand même dans une culture du bien-être et de la performance. C'est-à-dire que la confiance, elle marche dans les deux sens. Il y a full confiance dans les gens, mais s'il y a des process pour bien encadrer ces mesures qui bénéficient au bien-être, il y a aussi des process pour suivre les chiffres, les résultats, etc. En fait, ça va ensemble, quoi. Donc, en fait, il y a un moment où c'est celui qui prend 3 mois de vacances, il me disait, toi, mais il peut, hein, mais en fait, on a des résultats à faire et du moment qu'il le fait, c'est bien, mais c'est pas. Enfin, donc c'est pour ça que ça se régule aussi dans le sens où les gens, souvent, ils ont envie de bien faire. Si les objectifs sont bien posés aussi, ça c'est aussi une autre qualité de managériale. En fait, normalement, les gens, ils sont responsables et ils sont là, quoi. Ouais, et puis j'imagine que tu as un collectif aussi derrière. Quand tu es en rush et que tous tes collègues bossent à fond, tu te prends pas 3 semaines d'un coup. Enfin bref, j'imagine qu'il y a une sorte de collectif qui se met en place, quoi. C'est ça, et ça se fait assez naturellement, en fait, d'après ce qu'il dit, c'est qu'il observe qu'en fait, oui, les moments de rush, en fait, les gens sont là, et les moments où ça se... Enfin voilà, il y a un truc un peu naturel où ça se fait ensemble. Mais alors, le temps passe, mais il y avait quoi? Ouais, dans la série, tu as un dernier truc, ce serait l'autodétermination des salaires. J'avais ça, ou entreprise sans hiérarchie. Pardon, tu as raison, il en reste 2 avant le statut d'indépendant. Ouais, mais franchement, c'est les mêmes principes qu'il y a derrière. Allez, je vais faire l'entreprise sans hiérarchie. J'ai parlé avec Antoine Ménard, qui est DRH et DAF chez Make Sense. En fait, il dit qu'il est DRH et DAF sur LinkedIn mais en réalité, c'est juste qu'il occupe ces fonctions-là en interne, mais il n'a pas plus de pouvoir qu'un stagiaire. Et la CEO de chez Make Sense, Alizé Lozakmer, c'est pareil, elle n'a pas plus de pouvoir en termes de décision que n'importe qui. Et ça, c'est intéressant, ces entreprises sans hiérarchie qu'on appelle organisation opale ou entreprise libérée, c'est que ça fonctionne, mais en revanche, derrière, moi, j'ai découvert qu'il y a des process. En fait, tout repose sur des processus, par contre, très bien huilés, et c'est du taf, quoi. C'est une autre manière de fonctionner. Ça fonctionne, mais en revanche, c'est pas les hippies, quoi.
qui me disait, et lui, il venait d'un monde en plus très hiérarchique, il avait été chez Danone, puis dans l'énergie, je crois. Et en fait, ce qu'il disait, c'est bien sûr, comme d'hab, ça repose sur la confiance a priori, une entreprise sans hiérarchie, et sur le fait que ça sert à rien c'est en fait sur le fait qu'on va gagner en vitesse en supprimant toutes les instances de contrôle qui servent normalement à contrôler les 3% de tir au flanc. C'est toujours la même logique. Et après, eux, ils ont quand même ça repose sur un principe qui est assez commun avec, pareil, pour l'entreprise c'était FlexJobs, Jérémy Bataille qui avait mis en place l'autodétermination des salaires. C'est la sollicitation d'avis. Alors ça, c'est un truc qu'on ne connaît pas trop dans les entreprises traditionnelles hiérarchiques. C'est la base d'une structure sans hiérarchique, c'est que n'importe qui peut prendre n'importe quelle décision, mais pas n'importe comment. Donc en fait, tout repose, et ça c'est très intéressant, c'est presque tribal, hein, si on s'intéresse à l'anthropologie, sur la sollicitation d'avis. Donc la règle, c'est de suivre un processus de décision qui repose sur le principe de sollicitation d'avis, c'est-à-dire que la personne doit demander l'avis aux personnes expertes sur le sujet et à celles qui sont impactées par la décision avant de prendre une décision. Et en fait, c'est assez naturel quand on y pense. Bah tiens, j'ai envie de faire un changement, là, de lancer tel projet, je vais peut-être demander aux experts et je vais peut-être demander aux personnes impactées quand même avant, quoi. Et comme tout fonctionne comme ça, ça marche. Mais du coup, ce qui était intéressant, c'est qu'il disait, par contre, la gestion du conflit est internalisée au process. C'est-à-dire, le conflit fait partie du processus. Et nous, on a accepté. Du coup, ils sont experts en gestion de conflit parce qu'en fait, il y a du conflit permanent. Parce que forcément, ça fait partie du processus. Il n'y a pas la peur d'aller dans le conflit, c'est normal. Les gens ne vont pas être d'accord. Et donc, du coup, ils ont presque aussi sollicitation d'avis entreprise sans hiérarchie veut dire conflit et que le conflit fasse partie du processus. Alors que dans beaucoup d'entreprises où j'ai été, où c'était le règne de la peur, personne bronchait, il n'y avait pas de conflit. Mais en fait, c'est pas bon qu'il n'y ait pas de conflit. Il vaut mieux se dire, ah, ok, ça fait partie du processus et on accompagne les conflits et vas-y, et c'est safe. Et ça, c'est un truc hyper intéressant. Voilà. Et dans une entreprise sans hiérarchie, ils ont quand même des porteurs de projets et du coup, ils passent par des élections sans candidat. C'est-à-dire pour tous les projets ou missions, n'importe qui peut prendre la responsabilité d'un mandat. Ça repose sur un processus de sollicitation d'avis encore, où il y a des votes. Il y a un premier tour avec des votes publics et motivés. Ensuite, il y a des gens du coup, qui ont été sollicités, ceux qui reçoivent le plus de voix, qui choisissent ou non de rester dans le processus d'élection. Deuxième tour, on choisit la personne. Et c'est intéressant. Du coup, la sollicitation d'avis, c'est pour la prise de décision, pour élire les chefs de projet, et c'est que des gens qui ne se sont pas présentés. Et ça nécessite quand même des instances assez fortes aussi et des process importants parce qu'il y a pas tout qui parfois il y a un grip dans le processus. Donc ils ont quand même une instance, la Waterline, qui tranche les décisions non résolues. Ils ont quand même un comité de mission qui s'occupe de la vision et de la stratégie parce que les décisions ne sont pas prises au hasard. Ce serait le plus petit dénominateur commun en permanence sinon. Voilà. Et donc ça doit répondre à la vision et à la mission. Et après, ils ont un process committee. Les process sont importants qui organise tous les processus internes. Il y a beaucoup de processus en fait. C'est beaucoup de processus quand il n'y a pas de hiérarchie. Et c'est intéressant. Du coup, c'est des boîtes qui reposent sur des processus, c'est-à-dire que les humains peuvent évoluer, changer, partir. Les processus font que ça continue. C'est intéressant. Ça repose pas sur une personne, etc. Et cette idée, c'est que tout le monde a sa pierre à apporter, mais personne n'est indispensable non plus. Ça, c'est intéressant. Et alors eux, bien sûr, ils ont des entretiens annuels d'évaluation où les personnes arrivent ils arrivent avec le salaire qu'ils jugent qu'ils méritent. Et là, c'est pareil, c'est de la sollicitation d'avis. Il va y avoir résolution par des échanges, par des gens sollicités, etc. Donc, eux aussi, en fait, entreprises sans hiérarchie, ils sont dans une autodétermination des salaires. Et voilà, c'est pour ça, là, je fais d'une pierre deux coups. Mais qui dit autodétermination des salaires, dit transparence, dit meilleur engagement des collaborateurs, dit responsabilisation de chacun, dit meilleure autonomie. Donc, tout ça, des entreprises qui fonctionnent comme ça quand même, là je pense que c'est plus compliqué. Enfin aujourd'hui c'est moins démocratisé. Je pense que c'est plus compliqué que la semaine de 4 jours sans hiérarchie, autodétermination des salaires. Mais parce que ça prend du temps, c'est basé sur la sollicitation d'avis et je pense que ça peut se démocratiser et fonctionner, mais c'est des explorations qui sont encore très exotiques, en tout cas moins accessibles je pense que la semaine de 4 jours actuellement. Ouais, dans ce que tu dis, en tout cas, les quelques entreprises que j'ai en tête qui sont en autodétermination de la hiérarchie ou des salaires,
ont une volonté d'impact social plus important qu'une volonté de profit, souvent, en tout cas celle que j'ai remarqué moi. Ouais. Avec un besoin de vivre et de se rémunérer correctement, mais la bottom line et le dividende n'est pas le curseur, en gros. Et enfin, moi, je sais pas, la distinction que tu fais, je la positionne ici, mais sans être du tout initié, tu vois. Mais voilà, c'est un peu ce que j'imagine aussi, parce qu'il y a un moment où une entreprise qui est drivée à 100% par le profit, du coup, t'as même pas forcément besoin trop de réfléchir à ce qu'on fait des sous. L'enjeu, c'est de rembourser le plus vite possible les actionnaires et les investisseurs. Ouais. Non, c'est sûr qu'il y a cette dimension-là qui est importante et en fait, elles sont pas focus sur à tout prix faire de la. Elles veulent faire de la croissance, hein. Ça, c'est l'élan naturel des personnes et des sociétés, mais elles veulent, mais elles sont pas. C'est pas grave si la croissance elle est de 3% et de 10%. Enfin, c'est des signaux, c'est des indicateurs, mais c'est pas l'indicateur principal, ça c'est clair. Ça c'est clair et net. Mais il y a des entreprises qui sont drivées par le profit qui ont abandonné un peu ça. Enfin, Patagonia, ils disent qu'ils croient organique, c'est-à-dire ils sont toujours en croissance, mais ils sont en croissance organique, c'est-à-dire ils disent si une année on croît de 3% et ensuite de 20%, ils préfèrent fonctionner comme ça que se dire il faut à tout prix qu'on fasse 5 ou 10% de croissance chaque année, quoi. Parce que parfois le marché se contracte, il y a à mon avis, cette dimension-là, elle pourrait déjà exister sans ces mesures qui paraissent plus exotiques. Mais là, on rentre dans la philosophie quasiment du business, hein. Ouais, c'est clair. Et puis, on a encore du pain sur la planche, on a encore des choses à discuter. Juste en écho à ce que tu dis là sur ce sujet, pour peut-être boucler un peu ce truc-là, ça me fait penser j'ai perdu le nom, mais avec le Web3, tu sais, la blockchain, le Bitcoin, il y a des nouveaux modes de gouvernance qui émergent, des modes automatisés. En gros, on crée les conditions d'un jeu, on clique sur on, et ensuite, c'est bon, c'est automatisé. L'homme passe au second plan parce que les règles ont été définies. J'ai perdu le mot pour ça. C'est 3 lettres. Il y a un acronyme. Eh je l'ai pas. Le Bitcoin repose là-dessus, quoi. En gros, on a créé des conditions. On dit le farmer, ça va être comme ci. Les cours, ce sera comme ça. On appuie sur on et après, l'homme passe au second plan dans le processus de décision. Tout a été prédéterminé. Et on pourrait imaginer que demain, des entreprises, des syndics de copropriété, des élections, pourquoi pas, peuvent fonctionner comme ça. Mais c'est vrai que ça nous emmène bien loin de notre sujet qui est aussi côté c'est sûr. actif, de dire comment est-ce que moi je peux essayer on est parti de trouver sa voie, donc en tout cas comment je peux driver ma carrière vers plus de ci, plus de ça, est-ce que ce type de boîte est peut-être plus adapté à moi, et puis pour aller aussi droit au but, on s'est dit qu'on parlerait de soloprenariat, de side project, de freelance, on met le mot qu'on veut, mais de cette double vie qui émerge de plus en plus. Et je vais me permettre de parler un peu juste avant de te repasser le micro pour que tu puisses dire tout ce que tu as à nous partager. J'observe un vrai changement. Avant, c'était monocarrière et les personnes qui se posaient des questions de carrière se disaient est-ce que je reste ou est-ce que je me reconvertis ? C'était brutal. Il y a eu cette grande mode depuis 10 ans des reconversions, pas mal de gens qui en sont revenus et c'est devenu beaucoup plus mesuré. Et je dirais que maintenant, la quasi-totalité des personnes qui se reconvertissent vont plutôt ajouter une nouvelle casquette à leur activité financièrement pérenne en disant en plus de ça, je vais faire de la sophrologie, de la déco d'intérieur, du machin. Je vais avoir une double vie. Le côté shifter, le côté un peu side project, avant, c'était réservé à des gens qui ont 1000 vies en une. Maintenant, tu as des gens entre guillemets normaux qui se disent au lieu de me reconvertir et de galérer, je vais garder mon boulot et ajouter un truc. Et donc, pour moi, c'est quelque chose que j'observe sur le terrain, en accompagnement. Je t'en passe le micro parce que le but, c'est d'avoir ton retour à toi. Ouais, il est carrément aligné avec ce que tu dis. Moi, je pense que Ouais, pour terminer sur un focus sur le soloprenariat, moi, en fait, aujourd'hui, je me considère comme solopreneur, c'est-à-dire essayer de monter un business en restant seul. C'est une nouvelle phase de ma vie, hein. J'ai été en grand groupe, en startup, c'est certainement pas la dernière. Mais en tout cas, ce que j'observe, parce que du coup, j'ai pu expérimenter les grosses boîtes, le freelancing, l'entrepreneuriat, les startups et maintenant le soloprenariat. Ce que j'observe, c'est qu'en fait, pour moi, le soloprenariat qui vient du freelancing, hein, c'est une forme de freelancing, mais où tu cherches pas à vendre ton temps, tu cherches au début, tu vends un peu ton temps, mais à vendre plutôt des accompagnements, en tout cas à décorréler la valeur que tu produis de ton temps au maximum, peut-être même ensuite à vendre des produits. Mais, ok, juste pour pas aller trop vite, en gros, le freelancing, tu vends tes heures, tu vends ton expertise. Ouais, tu as le TJM, tu sais, le taux jour moyen, là.
Vraiment, la base du freelancing, c'est ça. C'est salut, je suis à 600 € jour, je prends une mission de 3 mois, super. Le solopreneur vient du freelancing, mais l'idée, là, c'est toujours, à la fin, tu vends toujours ton temps. Et l'idée, c'est de plus vendre à la journée, en fait. Je dirais que c'est une des grandes idées du solopreneuriat. Allez, il y a 5 trucs dans le solopreneuriat. Je pense qu'il y a un modèle, c'est que tu es seul dans ta boîte. Tu as une boîte seule, mais d'ailleurs, tu n'es pas forcément obligé de bosser seul. Donc, potentiellement, tu fais bosser d'autres freelances pour certaines parties de ton business que tu n'as pas envie de gérer. OK. Mais le but, c'est de rester seul et de ne pas embaucher de salariés. C'est la vision du truc. Et à un moment donné, c'est d'essayer d'avoir un maximum d'automatiser pas mal de tâches ou de les déléguer pour te concentrer sur ta zone de génie et essayer de vendre. Moi, par exemple, j'essaie de vendre des accompagnements de 3 mois avec une session par semaine, de vendre plutôt des sessions et du service plutôt que de se vendre à la journée, parce que c'est très compliqué en se vendant à la journée, du coup, d'avoir le temps de produire du contenu, de produire de la valeur et donc du coup de créer une marque personnelle, de faire plein de choses. Donc voilà, l'idée du soloprenariat, c'est un peu ça, c'est un business, c'est ce qu'on appelle les business lifestyle. Pour moi, le freelancing où on vend un taux, en fait, on est à temps plein dans une boîte, c'est un peu du salariat déguisé. Donc pour ça, le soloprenariat, c'est un peu cette idée-là de je suis freelance, je suis indépendant, mais j'essaie de ne pas me vendre 100% de mon temps, quoi. Et donc ça repose sur ce modèle-là, un modèle seul et accompagné potentiellement par des freelances. En 2, je dirais une expertise. C'est super important d'être super expert d'un truc. Si tu veux pas vendre ton temps et vendre vraiment une valeur ajoutée, à un moment donné, va falloir juste être très très expert de quelque chose et aller à fond là-dessus, quoi. Le 3e élément du soloprenariat, c'est un réseau, parce que ça marche pas sans le réseau. Donc aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux, etc. Et c'est très important de travailler ça pour quiconque veut y arriver seul. Il y a un 4e élément qui est proche du réseau, qui est justement la marque personnelle. C'est-à-dire qu'à un moment, les gens, ils te paient pour ce que tu sais, pour ce que tu fais d'abord. Puis ensuite, je pense qu'ils restent pour ce que tu sais et surtout qui tu es. Donc, le fait de créer un personal branding très fort permet de un peu se scaler par les prix. À un moment donné, c'est juste l'offre et la demande. Quand tu as beaucoup de demandes, tu peux à un moment donné monter tes prix jusqu'à que ça se régule. Ça, c'est très important. C'est pour moi l'effet multiplicateur des freelances et donc des solopreneurs. C'est quand tu as une marque personnelle forte et plus tu as d'audience, plus les gens te connaissent, plus tu as de demandes et du coup, plus tu peux choisir tes clients et monter tes prix. C'est un levier super fort. C'est assez fort aussi pour les salariés. Les salariés qui ont des marques personnelles fortes, qui prennent la parole sur les réseaux sociaux, généralement, ont moins de mal à négocier un salaire ou à trouver un job. Le 5e pilier… Attends. Ouais. C'est intéressant. Il y a une étude US là-dessus. Ouais. Ça, on a toujours l'image, soit tu es salarié, soit tu es indep. Le salarié ou la salariée qui a 1 million de followers, j'imagine. Il vaut cher. Oui, bien sûr. Il vaut cher et il choisit sa boîte. Le rapport de force, en fait, aujourd'hui, le rapport de force, il peut être inversé. Et ça tient à une chose, partager, prendre la parole tous les jours sur les réseaux, quoi. Enfin, en fait, c'est très dur à faire. C'est facile à dire, c'est très dur à faire. Mais et ça, même quand tu es salarié, si les gens qui soignent un peu leur profil LinkedIn, qui prennent la parole tous les jours, en fait, ça a une valeur incroyable. Et parce qu'en fait, en plus, plus tu partages, plus tu es bon dans tes partages, plus tu apportes de la valeur. Donc aujourd'hui, en se positionnant, la marque personnelle, c'est un truc important pour tout le monde, je pense. Et le dernier, je parlais du modèle, de l'expertise, du réseau, de la marque personnelle. Et bien sûr, le dernier pilier pour moi du solopreneur, c'est le contenu. C'est montrer son expertise, faire entrer les gens dans son univers avec une approche non commerciale. Les gens en ont marre de se faire vendre des trucs. Et de toute manière, quand tu es tout seul, tu n'as pas le temps de faire des calls et du sales à répétition. Donc, en fait, le levier contenu est très important. Et si tu donnes de la valeur gratuite intéressante tous les jours, les gens vont être prêts à payer beaucoup plus cher si tu leur as déjà… Souvent, en fait, il y a un truc intéressant dans le soloprenariat, c'est que les gens ne payent pas pour une presta à un instant T. Les gens te payent pour toute la valeur que tu leur as déjà fournie. C'est d'où là. Mais ça marche partout. C'est même les entreprises qui ont des grosses stratégies de contenu. C'est ça, en fait. Au bout d'un moment, tu as tellement reçu de valeur de la boîte que tu es prêt à payer parce qu'en fait, même si elles ont des concurrents qui font la même chose, tu as reçu plein de valeur d'eux. Et donc, du coup, voilà, pour revenir sur le soloprenariat, j'ai fait juste un peu les 5 piliers. Moi, je pense que c'est plus qu'un nouveau mode. C'est l'émergence d'une nouvelle économie. Je suis aligné avec toi. Le CDI à temps plein, c'est de moins en moins la norme. C'est très bien pour plein de gens et je pense que ça dépend des moments de vie. Moi, j'étais en CDI, ça m'a permis de faire un emprunt, c'était super. Donc, chacun son timing et chacun son format. Mais le CDI, c'est de moins en moins la norme. Et en fait, on va de plus en plus vers des gens qui ont des portefeuilles d'activités. Et donc, moi, je trouve que le soloprenariat, le freelancing, c'est un truc marrant. Mais il y a un truc marrant qui est
et qui est très sain qui se passe derrière, c'est que les solopreneurs sont clients entre eux. Moi, je me fais coacher par une solopreneur, j'ai pris des bootcamps. En fait, il y a une économie. En fait, l'argent circule de manière assez rapide et en fait, il y a une économie très saine où l'argent circule beaucoup et qui d'ailleurs fonctionne entre gens solopreneurs. Et donc ça, c'est assez intéressant. C'est assez intéressant parce que ça repose pas juste sur une boîte qui aspire tout, quoi. Il y a vraiment un écosystème qui est en train de se créer. Et moi, je suis convaincu que le marché au début, tu parlais du coaching. Beaucoup de solopreneurs sont en fait coach en quelque chose. Et parce que le coaching, c'est un format, c'est pas un sujet. C'est juste un mode d'accompagnement. Et je suis convaincu que le marché du coaching va exploser et donc le soloprenariat, tout simplement parce que l'école, elle est plus au rendez-vous et elle peut pas l'être. Le monde va de plus en plus vite. Et du coup, moi, je suis paumé sur tous les sujets. Tous les 3 mois, ça va trop vite. ChatGPT, machin. Enfin, c'est impossible d'être à jour sur tous les sujets. Même les gens les plus forts sont paumés en un an. Et donc, comme l'école est plus au rendez-vous, que le monde va de plus en plus vite et se complexifie, que tout va très... La connaissance, elle se fragmente et elle se verticalise et elle se consomme toute la vie. Donc, c'est pour ça que je suis persuadé que toute personne qui veut progresser, qui veut avancer, à un moment donné, il faut accepter de demander de l'aide. Et c'est là où, en fait, je pense pas que des grosses boîtes vont pouvoir répondre à cette demande. De plus en plus, c'est des solopreneurs, c'est-à-dire des freelances qui sont devenus super experts d'un truc et qui vont pouvoir te débloquer. Moi, souvent, je me fais coacher sur un truc et j'espère que la nana va me débloquer sur 10 ans de son cheminement à elle. Elle va me débloquer en 3 mois. Et en fait, c'est une valeur inestimable. Et ça marche aussi pour trouver sa voie. Un peu comme avant, quand tu avais besoin de faire un de faire un art design d'un graphisme X ou Y ou un logo, tu mettais 2 000 € sur la table et voilà. Aujourd'hui, tu vas sur n'importe quelle plateforme de freelance et puis pour 30 €, tu as un super logo en 2 heures. Je pense qu'en effet, dans ce que tu dis, je te rejoins assez. Ça va être pareil sur prendre la parole en public. Tiens, je vais me faire accompagner par quelqu'un pendant 2 heures, ça va me coûter 100 €, mais ça vaut le coup. Tiens, je vais me faire coacher, j'ai pas besoin d'un bilan de compétences, j'ai pas besoin d'un outplacement, mais j'ai juste besoin de débloquer tel petit point. Paf, je me fais coacher. J'espère et je suis assez aligné avec toi sur le fait qu'on va dans ce sens-là. En tout cas, aux États-Unis, c'est ce qui semble être un peu en train de se passer. Ouais. Ils ont pas mal d'avance généralement. C'est intéressant de regarder aux US. Je te propose qu'on essaie de conclure ici. Ben oui. Moi, ce que j'ai compris, ce que je retiens principalement de tout ce que tu nous dis, et j'espère que ce ne sera pas à côté de la plaque, je retiens que pour une personne qui nous écoute, qui se pose la question non pas du fond de son métier, mais du mode de travail, j'entends 2 choses en fait. J'entends qu'il y a une première réflexion, c'est comment je peux me rapprocher d'entreprises bienveillantes. Au fond, il y a 2 types de boîtes. Tu as des boîtes cyniques et des boîtes pas cyniques. Tu as 2 types de gouvernance. Tu as des gouvernances cyniques et des gouvernances pas cyniques. C'est ce que je retiens un peu avec mon prisme. Et quel que soit le mode, que ce soit l'autodétermination de ci ou de ça, des salaires, les congés ou encore plein d'autres choses, je retiens qu'au fond, si tu te sens concerné par un problème de mode de travail, il t'appartient non pas de te plaindre sur la dureté du monde de l'entreprise, mais de chercher des modes alternatifs. Comme toi, Mathieu, tu l'as fait en ton temps, en basculant d'une typologie de boîte à l'autre. Deuxième point que je retiens, c'est qu'il nous appartient à chacun d'entre nous d'être acteur de notre développement professionnel et d'aller chercher la ressource pour apprendre à parler avant un rendez-vous important, pour apprendre à faire ci ou ça, sans forcément demander à notre N+1 de nous financer une formation ou à l'entreprise de s'occuper de nous. Et jusqu'à, au fond, pourquoi pas commencer, plutôt que de faire des choix brutaux et radicaux, de je lâche tout pour aller faire autre chose à mes risques et périls, pourquoi pas commencer par itération à lancer un petit truc, son personal branding, un MVP, comme on dit en startup, un petit truc un peu foireux au début que tu lances, ton cours de yoga du mardi soir où il y a 3 collègues qui viennent, ton cours de guitare le week-end pour tes copains, ci et ça. À l'échelle de 6 mois, ça te fera pas vivre. À l'échelle de 10 ans, ça t'emmènera très très loin. J'en suis vraiment convaincu. Je crois que c'est le deuxième aspect de ce que tu nous dis, c'est qu'au fond, il nous appartient de choisir l'employeur avec qui on va se sentir bien, quand on peut évidemment, c'est facile à dire, et de faire notre propre travail sur nous, quoi. Notre propre personal branding, comme je ne l'avais pas du tout identifié avant. C'est ce que je retiens en tout cas. Merci, c'est très bien résumé. Petit truc, j'ai parlé d'entreprise et de format un peu exceptionnel, semaine de 4 jours et tout, mais le message derrière tout ça, c'était que à chaque fois, les personnes qui ont mis en place ces choses-là, c'était parce que c'était aligné avec certaines valeurs, une raison d'être particulière qui était déjà là avant qu'elles mettent en place la semaine de 4 jours, etc. Donc en fait, ça sert à rien, je pense aussi, de vouloir à tout prix aller chercher l'entreprise qui a un format exceptionnel. Déjà, dans un entretien
aller bien poser les questions aux recruteurs sur quelles sont les valeurs, voilà, toutes les questions qui vont permettre de déceler, mais est-ce que je vais être bien là? Si les valeurs sont là, à la base, je pense que l'entreprise, elle n'a pas besoin aussi d'avoir des trucs exceptionnels. C'est que tu vas être bien, quoi. Donc, voilà, moi, à chaque fois, en déconstruisant ça, je me suis dit, mais en fait, à la base, ces gens-là, ils ont tous un peu les mêmes valeurs, ils ont envie que leurs employés soient bien, etc. Et en fait, ça, je pense que c'est possible de l'avoir dans des entreprises qui n'ont pas mis en place des choses extraordinaires. Et ça peut se déceler dès l'entretien, dès l'entretien de recrutement. Donc ça, c'est cool. Est-ce que il était temps de conclure, mais je peux pas ne pas rebondir sur ce que tu dis là. Il y a un truc qu'on appelle les motivations primaires. C'est des trucs tellement importants pour toi que si tu en enlèves un seul, c'est la fin du sens. Ton travail n'a aucun sens. Tu n'as plus de raison d'aller bosser, à part te nourrir. Et ça, c'est propre à chacun. Donc, on fera un épisode là-dessus, parce que du coup, ça fait une super intro pour un épisode sur les motivations primaires. Moi, ce qui me surprend toujours, et c'est ça que je voulais dire en écho à ce que tu amènes, c'est que je suis toujours bluffé par le fait qu'on ne connaît pas ce qui nous motive, mais ça c'est normal, on n'a pas les outils, on en reparlera, mais quand on le sait, on se bouge pas l'arrière-train pour aller vérifier ça. J'ai besoin de feedback, à l'entretien d'embauche, j'ai pas vérifié ça, j'ai besoin d'une super ambiance de travail, je peux pas aller prendre un café avec un futur collègue pour savoir, alors que n'importe quelle personne de la boîte m'aurait dit comment c'est. Et bref, ça aussi, ça participe de cette deuxième partie de ce que tu disais, je suis responsable en fait, un peu de tout ça, même si je suis bien conscient que parfois c'est juste dur, etc., mais qu'on fait ce qu'on peut. Mais comment est-ce que je peux savoir quels sont mes critères et puis aller les vérifier avant de signer un CDI ou avant de fonder ma boîte? 100% de responsabilité. Bon, tout ça, c'est facile à dire. Dans la vraie vie est forcément ponctuée de plein de hauts et de bas. Mais merci, Mathieu, infiniment pour ton retour d'expérience. On a bien tenu une demi-heure, c'est chouette. Aïe, 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 désolé. Mais bon, j'espère que ça sert en tout cas. J'espère que ça aide. Écoute, vraiment merci beaucoup. N'hésitez pas à aller faire un tour sur Work Explorations. Vous pouvez chercher aussi Work tout court parce que c'est l'ancien nom. Et Work in Progress, c'est l'ancien nom. Je te souhaite beaucoup de succès pour la suite. Merci Alban. Toi aussi. Puis voilà, pour tous ceux qui nous écoutent, à la semaine prochaine. Bye bye. Bonne journée. Bye bye, merci.